Donc effectivement, le thème de cet après-midi que je me propose de vous présenter, c'est le thème de faire face à la crise et après, avec un focus économique sur un plan organisationnel et financier pour gérer l'urgence et préparer la relance. Donc, beaucoup de bonnes pratiques, on va dire des pratiques de bon sens, seront rappelées, mais c'est important, je crois, de les rappeler justement pour se projeter, pour faire le point de la situation existante. Hein. Échange évidemment, puisque, comme l'a dit Sylvie, vous pouvez poser des questions directes via le chat, et tout simplement, au terme de ma présentation, si vous voulez bien, vous pourrez très librement me poser les questions que vous voudrez. Voilà. Donc, je me présente, je suis Didier Boyer, je suis expert comptable, diplômé, commissaire aux comptes également dans le métier de l'audit, et je fais aussi du conseil aux entreprises. Je suis associé au sein du groupe TGS France, du groupe Sorégor, élu à l'ordre des experts comptables de Poitou-Charentes-Vendée. Vendée fait partie de notre région ordinale, et tout particulièrement en charge de l'attractivité des jeunes. Et donc, j'exerce au sein de ce cabinet à Niort. Voilà. Donc, je vais présenter rapidement le groupe. Donc, nous sommes à peu près 1400 collaborateurs. Sur Niort, nous sommes une cinquantaine. 3 experts comptables, dont 2 qui font également de l'audit. 2 stagiaires experts comptables, donc des collaborateurs salariés, mais qui sont en phase de formation auprès de l'ordre des experts comptables. 3 avocats, un juriste en droit social et un gestionnaire de patrimoine. Donc, nos activités, ce sont des activités d'accompagnement, de conseil dans le cadre de ce qu'on appelle un pôle innovation, c'est-à-dire c'est notamment dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Sylvie et son équipe au sein de NiorTech. Donc, on fait de l'accompagnement des startups, tant sur la partie fiscale, juridique, levée de fonds, etc. On intervient également dans le cadre d'un pôle économie sociale et solidaire, un pôle d'accompagnement des associations, fondations, ainsi que dans les structures type SIC, hein, donc des spécificités très particulières dans nos métiers et liées à leurs activités. Un pôle transmission d'entreprise, reprise d'entreprise, on accompagne des vendeurs, mais aussi des acquéreurs pour le projet de vente et le projet de transmission. On a là du coup des activités métier cabinet, donc métier avocat, en droit des affaires, en droit des contrats, en droit des sociétés, en droit social. Une petite activité, enfin une activité en émergence au travers le développement de conseils, notamment en audit informatique, cybersécurité, une activité d'audit, donc le commissariat aux comptes, audit légal, une activité d'audit contractuel également pour faire du conseil, l'expertise sociale au travers de l'établissement des paies et des déclarations sociales de nos clients, l'expertise comptable que vous connaissez, et du conseil en transformation des organisations et d'externalisation de services qu'on appelle chez nous dans notre jargon, par exemple un RAF, un responsable administratif et financier externalisé, qui intervient sur site dans les entreprises pour une sorte d'intérim quelque part. Voilà. Et juste pour vous voyez en photo le bâtiment, notre futur bâtiment, puisque normalement les premières pierres, si j'ose dire, devaient être posées en mars-avril. Donc ça se trouve près de la Clameur. Tout au loin, vous voyez le bâtiment de la Clameur, donc à Limoges, à Niort. Et donc voilà. Actuellement, nous sommes à Choret dans la zone Mendès-France et nous serons en 2021 dans ces nouveaux locaux, avec un espace coworking notamment. Donc à destination de nos clients et des personnes qui souhaiteraient utiliser nos locaux. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation. Donc sur la problématique donc, de faire face à la crise et après, vous avez bien compris qu'il y avait 2 temps, la situation du moment et la situation d'après. Donc,
qui dit diagnostic dit, mais pour savoir où je veux aller, il faut d'abord savoir d'où je pars. Donc c'est là encore une question, une remarque de bon sens, mais donc c'est important de bien savoir d'où on part pour ensuite se reprojeter et notamment se relancer. Donc il y a la situation, savoir d'où on part, donc il y a la situation passée qui est derrière nous et la situation présente. Donc le présent. Alors vous verrez, je reprends plusieurs reprises les termes de notre président sur l'état de guerre et dans la situation qu'on vit avec l'agression du virus et on va dire la récession économique. La situation du moment, c'est une situation de repli en ordre, en nouvel ordre, parce qu'on a dû complètement se repenser pour la situation et notamment le confinement. Donc, la crise sanitaire bouscule l'ensemble des acteurs économiques. D'abord une crise sanitaire, comme vous savez, mais qui a des impacts économiques importants. Donc, les activités sont souvent à l'arrêt ou fortement réduites. Les organisations sont mises à mal, avec des approvisionnements difficiles, des transports limités, une mise en place de nouvelles dispositions de sécurité sanitaire sur les sites de production, des process qui ont été complètement revus en interne par rapport à cette situation de confinement, une force de vente à l'arrêt et très souvent le télétravail dans des services supports, donc les services administratifs notamment. Des managers qui sont pris en étau entre la gestion des urgences et de la réorganisation qui a dû être mise en place en un temps record pour les besoins du confinement et l'anticipation de la gestion de la prise. Donc, on est vraiment étau, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on est sous pression, les managers sont mis sous pression entre ces urgences et la réorganisation et la gestion de la reprise. Et puis enfin, des équipes qui, quand elles peuvent continuer à travailler, ce n'est pas le cas de toutes les activités, sont déboussolées très souvent, pour ne pas dire en situation de stress, et bien souvent moins productives. Par ces éléments nouveaux, alors ce n'est pas une situation qui serait pérenne, j'ai envie de dire, c'est juste que sur le moment, parce qu'on n'est plus dans nos zones de confort, les gens ont très souvent constaté une moins bonne productivité. Donc, il découle de cette situation exceptionnelle une dégradation des conditions d'exploitation, avec probablement des pertes économiques à attendre, une dégradation de la situation financière, au travers d'une consommation de cash importante de l'entreprise, un arrêt de l'investissement, ce qui peut impacter les marges futures et l'avenir de l'entreprise. Donc, clairement, à ce stade de la crise, toujours sur le présent, le repli, le diagnostic est simple, comment éviter le pire, comment se faire face à cette situation. Donc oui, la trésorerie est le nerf de la guerre, car son manque conduit irrémédiablement à l'état de cessation des paiements et donc et très souvent à l'arrêt de l'entreprise. Dès lors, la question qui se pose est comment protéger la trésorerie. Alors, si vous me permettez, je me propose de faire un petit focus sur la mécanique de la gestion de trésorerie pour bien comprendre pourquoi par cette situation, vous perdez de la trésorerie, sachant qu'il y a plusieurs effets sur lesquels je voulais attirer votre attention. Donc, la première des mesures qu'il convient de prendre dans cette situation et donc de cette situation de comment éviter le pire, la première des mesures, c'est arrêter, réduire tout au moins l'hémorragie de consommation de trésorerie, de cash, par l'effet des pertes économiques. On en parlera tout à l'heure. La deuxième mesure, c'est arrêter ou réduire les engagements financiers de la société, qui consomment également du cash. Et enfin, la troisième des mesures que je propose, c'est préparer le rebond par le refinancement des pertes économiques, du besoin de fonds de roulement et de l'investissement. Donc, en fait, ces trois mesures s'articulent autour de la notion de gestion de trésorerie, sachant que selon les activités, selon que on encaisse immédiatement, selon qu'on supporte un encours stock plus ou moins important, les situations sont différentes.
Donc, j'accompagne des entreprises, là notamment, j'ai un dossier en cours où, pour lui, on va dire le creux va commencer à apparaître seulement au mois de mai et pas avant. Par contre, on anticipe une perte de plus d'1,5 million de cash à 12 mois, et ce que bien même l'activité commence à reprendre en mai et qu'elle pense être de retour en activité pleine en 2021. Donc, je vais l'expliquer. Donc, la première des mesures, c'est l'économie. Donc, comme vous le savez tous, le bénéfice, il est indispensable pour assurer les engagements financiers, rembourser un prêt, les prêts de l'entreprise. Donc, ça, c'est si on a un bénéfice, c'est comme un salaire. Ce salaire permet de rembourser votre prêt maison. Si on n'a pas de salaire, on ne peut pas rembourser le prêt maison. C'est exactement la même chose. Le bénéfice sert à financer les remboursements de prêt. Deuxième, le bénéfice, il est aussi nécessaire pour investir, créer de la confiance et donc obtenir l'accompagnement de votre banque. Donc, il est nécessaire pour investir et pour garantir ainsi la pérennité de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui n'investit pas, qui n'investit plus, c'est une entreprise qui pourrait être en danger demain. Et enfin, c'est ce qui permet ce bénéfice à redistribuer aux salariés, quand c'est possible, aux dirigeants et aux actionnaires. Comme vous le savez, le résultat il se dégage quand on a une marge, alors que j'appelle marge sur coût variable, je reviendrai dessus, qui dépasse le montant des charges fixes. Par définition, les charges fixes sont fixes. Et donc, quand on a une marge sur coût variable qui devient nulle ou faible, par l'effet de la baisse d'activité, qui est très souvent une situation subie dans le cas présent, il n'y a qu'une seule solution, c'est réduire les pertes économiques. Donc, les charges fixes, ce sont les loyers, les assurances, les honoraires, la masse salariale avec un contrat, etc. Et donc, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les achats consommés. Donc, il y a des activités en prestation de services qui n'ont pas d'achats consommés ou très peu, donc il peut y avoir par exemple de la sous-traitance. Dans le commerce, mais le chiffre d'affaires en lui-même ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la marge qui permet de couvrir l'ensemble des charges fixes. Donc, vous dégagez un bénéfice si vous avez une marge brute, marge sur coût variable qui dépasse le montant des charges fixes. On dit aussi souvent que le point mort, le seuil de rentabilité, c'est quand le montant de la marge sur coût variable couvre l'ensemble des charges fixes. Et à partir de là, dès que vous dépassez ce seuil de rentabilité, vous commencez à gagner de l'argent avec un effet de levier important. Inversement, dès que vous perdez un petit peu en chiffre d'affaires et en marge, vous le payez cash en résultat, puisque votre entreprise la marge ne couvre plus les charges fixes. Et donc, très vite, le montant de l'insuffisance en marge se retrouve immédiatement en perte économique. Voilà. Donc, oui, vous consommez du cash parce que vous perdez de l'argent. Ça paraît juste du bon sens, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Donc, quand je dis par la force des choses, notre activité décline, nos marges déclinent, on a du coup plus assez de marge pour couvrir nos charges fixes. La bonne pratique, la première des mesures, c'est autant que faire se peut réduire les charges fixes de l'entreprise. Donc, comment réduire les charges fixes? Comme vous savez, il y a l'activité partielle. Donc, ça vous donne le droit de mettre au chômage à moindre coût pour l'entreprise avec un niveau de salaire presque intégralement garanti, payé par l'État. Et donc, vous réduisez vos charges fixes de fait, puisque par l'effet de l'aide activité partielle, vos salaires sont couverts. Il y a aussi la possibilité de prendre les congés, de demander à vos collaborateurs de prendre leur congé ou leur RTT. Alors ça ne va pas générer nécessairement une économie. Par contre, ça vous permettra d'avoir davantage de capacité de production au moment de la reprise avec moins de congés à prendre. Deuxième des mesures, c'est voir dans quelles conditions il est possible d'obtenir de votre bailleur, si vous n'êtes pas le propriétaire,
des locaux d'exploitation, voir dans quelle mesure ils pourraient abandonner tout simplement le loyer. En tout cas, vous faire une remise significative sur le loyer. Donc, comme vous savez, parmi les premières mesures prises par l'État, c'était la possibilité de demander un report du paiement de loyer. Beaucoup d'entreprises en ont bénéficié, sauf que comme vous le savez, un report, ça veut dire qu'on reporte à plus tard l'effort financier de payer ses loyers. Moyennant, alors donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de bailleurs qui ne sont pas insensibles à ça, à la possibilité d'obtenir effectivement, de faire une ristourne, si je veux dire, sur les loyers. Accessoirement, les propriétaires qui peuvent être aussi les locataires, hein, quand ils sont des deux côtés, entrepreneurs et investisseurs immobiliers, donc les propriétaires, quand ils ont un prêt sur leur bien immobilier, ils ont possibilité, quand il s'agit d'un bien immobilier à usage professionnel, de demander à leur banque un report du paiement de leur prêt. Et du coup, ils peuvent en même temps en faire bénéficier à leur locataire. Voilà. Quand on est des deux côtés, c'est-à-dire par exemple actionnaire d'une SCI qui a acheté les murs et qui a souscrit un prêt, et qu'on est dirigeant actionnaire de la société qui exploite et qui loue les locaux, vous avez tout à fait possibilité effectivement de demander à votre banque le report du paiement du prêt dans la SCI et du coup de faire bénéficier à votre société de cette économie de loyer. L'administration fiscale, pour votre information, s'est prononcée sur le fait qu'il n'y aurait pas, que cet abandon de loyer n'était pas un avantage en nature, si j'ose dire, ou un acte anormal de gestion. Et donc, pour la crise, il est validé par l'administration fiscale le fait que le propriétaire accorde une remise de loyer. Donc, tout ça a été validé. Voilà, donc réduire les charges fixes les plus importantes, la masse salariale, le loyer, voire toutes les charges que vous estimez non indispensables. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est à vous de le juger, mais bon, voilà, il y a peut-être des dépenses, des petites dépenses que vous aviez prévu de faire et que vous pouvez reporter à plus tard. Voilà, donc réduire les charges fixes, mais aussi voir dans quelle mesure vous pouvez bénéficier d'aides d'exploitation. Alors, je ne vais pas développer toutes ces aides, il y en a beaucoup, elles tombent tous les jours. On attend le plan de relance, il y a des aides d'État, pour les petites entreprises notamment, des aides régionales, des aides du département, il y a des aides des villes ou des agglomérations, il y a des aides des pays, notamment pour les entreprises innovantes, il y a des aides sectorielles, donc je ne vais pas développer, chaque cas est différent. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a des aides qui ne sont pas que des avances remboursables, mais qui sont réellement des aides, des subventions. D'accord ? Donc, je vous invite à vous renseigner auprès de vos organisations professionnelles, de vos filières et de vos conseils habituels, votre avocat, votre expert comptable pour vous accompagner sur la recherche de ces aides. Enfin, donc, au travers de ce plan d'action qui produira des effets économiques, vous allez pouvoir évaluer votre premier besoin de trésorerie à 1 an, qui est l'estimation de vos pertes économiques. Donc, tout à l'heure, je disais que je donnais l'exemple de mon client qui allait consommer à partir de mai 1,5 million de cash. Ce n'est pas, selon nous, l'effet de la perte économique, puisque dans le cas présent, on a fait une étude, on a estimé que l'EBE, vous savez, l'EBE, c'est le résultat hors effet des amortissements, donc un résultat potentiellement, on appelle un cash flow, enfin, un résultat qui entraîne un impact en trésorerie. Dans le cas présent, on n'a pas estimé que le besoin était lié à une perte économique, même si effectivement, il en constate une, puisque en tout cas, il constate un manque à gagner, parce qu'on avait un prévisionnel de BE de plus 500 KE, et en fait, dans son cas, il est ramené à 0. Donc, il va consommer 500 000 de cash par rapport à ce qui était prévu. Mais pour autant, ce n'est pas vraiment une perte de trésorerie à proprement parler, puisque l'exploitation elle-même, la machine de l'entreprise, ne consomme pas de cash. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans son cas, ce n'est pas ça.
Deuxième mesure, c'est baisser les engagements financiers. Donc ça, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous avez un salaire de 2000 pour couvrir 500 € de prêt, si votre salaire diminue par l'effet de la perte économique, il y a peut-être aussi moyen de réduire le 500 € de prêt de la maison. Hein. C'est une illustration pour dire qu'effectivement, protéger la trésorerie, il y a des mesures aujourd'hui pour soulager, pour soutenir et réduire les engagements financiers. Le premier des engagements financiers, vous le savez bien, c'est les prêts qui courent aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, il y a possibilité de reporter en fin d'échéancier de prêt, donc à plus tard, pas à 6 mois, enfin pas dans les 6 prochains mois, possibilité de bénéficier du report des échéances de prêt, de location et de crédit beau. Hein. Donc ça, c'est des mesures effectivement qui soutiennent la trésorerie, même si pour les prêts, ça reporte à plus tard, mais pas immédiatement. On est d'accord, hein, puisque dans le cas précis, par exemple, vous reportez des prêts, des mensualités de 3 000, et bien donc ça fera 18 000 €. Les 18 000, ils ne sont pas reportés à 6-12 mois, mais ils sont reportés à la fin des prêts. Donc, si par exemple le prêt est terminé dans 5 ans, ben, on aura à 5 ans plus 6 mois. Donc, c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Donc, ça nous laisse le temps de revenir. Donc, ça me paraît être une bonne pratique, effectivement. Alors, les banques ont été très réactives sur ce sujet-là. Donc, si elles n'ont pas elles-mêmes pris l'initiative, tout au moins ne vous ont pas contacté, je vous invite à le faire. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, si vous n'avez pas obtenu un abandon, vous avez quand même la possibilité d'obtenir un report de paiement des loyers d'exploitation. Par contre, là, ça sera certainement dans des conditions de report plus courtes, puisque on peut imaginer que d'ici en fin d'année 2020, les bailleurs fassent l'appel de leur loyer non payé. Mais aussi, vous avez eu une possibilité de bénéficier du report de paiement de charges sociales, les salariés et non salariés, si vous êtes non salarié. Le report de paiement de taxes, alors, sauf la TVA et le prélèvement à la source retenu aux salariés, je le rappelle parce que l'administration fiscale a été très très claire sur ce sujet. La TVA et le prélèvement à la source étant des impôts directs, tout au moins en tout cas, l'entreprise étant un collecteur pour le compte de l'État de ces impôts, l'administration a dit qu'il n'était pas question que la TVA et le prélèvement à la source soient reportés en paiement plus tard, puisque c'est de l'argent qui revient à l'État. Donc, je me permets de le préciser. Donc, report de taxes, il s'agit du paiement des impôts sociétés, de l'impôt sur le bénéfice, du paiement de la CVAE, de la CFE, enfin voilà, des taxes payées par l'entreprise. Solliciter le remboursement également de crédits d'impôts tels que l'IS, la TVA, si vous avez des crédits de TVA en cours. Normalement, si vous en faites une demande, vous pouvez obtenir des remboursements plus courts. Voilà, et accessoirement, comme vous le savez, par rapport à la mécanique du calcul de l'impôt société pour l'année en cours, donc 2020, comme vous le savez, ces impôts ils sont appelés sur la base aujourd'hui des derniers revenus connus, soit 2018 ou 2019, et donc qui sont probablement des meilleures années. Et donc, moi, je vous invite à réduire à la baisse les paiements de ces acomptes d'impôt société ou de CVAE 2020, quand bien même vous anticipez une baisse de vos activités, de votre rentabilité, de votre CVAE. D'accord? Donc, première mesure, pertes économiques. Oui, non. Besoin de trésorerie qui en découle. Donc, sachant qu'il y a des mesures pour les réduire, ces pertes, quand bien même vous n'avez plus d'activité, réduire les charges fixes, j'en parlais tout à l'heure, activité partielle et loyer. Deuxième mesure, c'est réduire les engagements de l'entreprise, et donc le paiement des prêts, donc tout ça pour évidemment préserver la trésorerie. Et donc, troisième mesure, et c'est là, donc vous savez, vous avez jusqu'à fin décembre 2020 pour présenter par l'intermédiaire de votre banque des prêts qui s'appelle, ce que j'appelle le PGE, prêt garanti par l'État, qui est un dispositif très, très, très simple à mettre en œuvre, qui ne vous demande pas beaucoup de paperasse, si je veux dire.
après, tout dépend des fonds demandés hein, et de la situation d'entreprise. Pour autant, donc, vous avez possibilité de bénéficier de prêts donc, pour vous refinancer, du coup, financer vos pertes, financer la remise en route de l'entreprise. Donc, les montants de ces PGE donc, garantis par l'État, donc c'est un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires annuel ou deux fois la masse salariale pour les entreprises innovantes, hein, les entreprises créées récemment notamment ou des startups. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, supposons que vous avez possibilité d'obtenir un prêt de 100 000 euros. Donc, ce 100 000 euros obtenu, par exemple, en mai 2020, il ne serait remboursable, qu'au terme d'une période de 12 mois. C'est-à-dire que pas de remboursement de capital de ces 100 000 euros avant mai 2021, pour notre exemple, sachant que à ce moment-là, vous aurez deux possibilités. Ou bien vous remboursez, donc c'est un prêt de trésorerie, donc comme un billet à ordre, si j'ose dire. À mon avis, cette situation se présentera rarement. Très souvent, la banque, enfin, en tout cas, vous pourrez leur demander à ce qu'ils amortissent sur une période de 1 à 5 ans, ce qui fait que ce prêt de trésorerie, prêt court terme, serait transformé en prêt moyen terme. C'est quand même un bel outil pour que vous puissiez supporter en effort de remboursement de prêt sur une période de 5 ans la perte économique et éventuellement de l'année 2020 et la remise en route de l'entreprise. Voilà, donc garantie par l'État via BPI. Et donc le coût, c'est le taux d'intérêt sans marge de la banque plus une commission de garantie. D'accord ? Donc, il est recommandé, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le dire, de recourir au PGE pour protéger votre trésorerie en évaluant bien votre besoin de financement, puisque, comme je l'ai dit, c'est un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires. Maintenant, très souvent, la banque vous demandera d'évaluer votre besoin. Et donc, votre besoin, il s'appréciera sur votre estimation de la perte économique sur les 12 ou 24 premiers mois. D'accord ? Donc ça, il va falloir le financer, sachant que vous avez déjà commencé à le financer depuis le mois de mars. Et puis, la remise en route de l'entreprise avec la reconstitution du besoin en fonds de roulement, l'achat de stock, le délai de règlement client, voire le paiement des reports des charges que vous avez consentis. Et éventuellement des petits investissements. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, dans le cas de mon client, ce qui se passe, je disais tout à l'heure, il avait un besoin de trésorerie estimé à plus d'1,5 million. Ce qui se passe chez lui, c'est qu'en fait, il fonctionne toujours avec 1,5 million d'encours client. Et donc, aujourd'hui, du fait du confinement, il a écoulé son compte client. Donc, sa trésorerie s'est même améliorée. Il est passé de 200 à près d'1 million d'euros de trésorerie. Le seul problème, c'est que quand l'activité va reprendre, il va prendre 1,5 million à nouveau un encours client. Et là, il va être très, très mal. Donc, sachant qu'aujourd'hui, il ne le ressent pas en trésorerie. C'est pour ça que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre trésorerie, elle est impactée par plusieurs choses. Elle est impactée par les pertes économiques, donc le BE, la CAF. Elle est impactée par l'évolution de votre besoin en fonds de roulement. Et là, dans le cas de mon client, lui, il écoule son encours. Donc, les clients continuent à payer. Et donc, heureusement, du coup, sa trésorerie augmente. Il n'a plus de dépenses. Et il rentre ses sous qu'on lui devait. Donc, pas de problème. Donc, sa trésorerie augmente, sauf que quand il va reprendre réellement, les charges vont remonter en puissance. Et donc, il va repayer plus, mais tout ce qu'il va produire, il va l'encaisser 90 jours après. C'est dans les activités de téléphone avec des mandataires qui imposent la facturation au 15 du mois qui suit, plus un paiement entre 45 et 60 jours. Donc, de fait, il a 90 jours dans la vue. Donc, par exemple, quand bien même on a estimé qu'il reprendrait son activité en temps normal en janvier, février, mars 2021, et bien, toute sa production de janvier, février, mars 2021 va être dans son dû client à fin mars 2021. Et donc, de fait, à nouveau, il va supporter un besoin de trésorerie de 1,5 million. Et s'il n'est pas accompagné, il est mort. Donc, c'est pour ça que
j'ai été très insistant pour mobiliser ces fonds, puisque lui ne se rendait pas vraiment compte que sa trésorerie est même en amélioration à ce moment-là. Il n'évaluait pas l'effort qu'il allait supporter quand l'activité va reprendre. Voilà. Donc finalement, ce qui est important de mon point de vue, c'est qu'il faudrait réaliser avec votre conseil, en tout cas, je vous invite à réfléchir à une étude prévisionnelle sur 2-3 ans pour bien comprendre votre besoin de financement entre la part économique, la part effort de remboursement de prêt, la part BFR. C'est important parce que psychologiquement, vous allez comprendre pourquoi demain, vous allez avoir une nouvelle dette sur votre passif de bilan, quand bien même vous la transformerez en prêt moyen terme remboursable sur 7 ans par du PGE. Et enfin, pour mieux appréhender votre retour à la performance économique, condition indispensable au remboursement de cette dette, parce que effectivement, au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est des mesures d'avance de prêt en vue de financer les pertes. Donc ça, c'est perdu, il va bien falloir les payer. Et les fluctuations du besoin en fonds de roulement et de l'effort de remboursement de votre dette. Une chose est certaine, c'est que cette dette, il va falloir la payer. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une subvention. Et donc, il faut absolument réfléchir sur votre avenir, sur les conditions économiques de votre reprise pour permettre d'assurer le remboursement de cette dette, sachant que ça sera un engagement supplémentaire demain. Voilà, donc, quand bien même vous auriez pris ces mesures économiques et financières urgentes pour bien préserver votre trésorerie, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, de la situation du moment, est-ce que pour autant votre entreprise est sortie d'affaires? Est-ce que vous estimez que l'entreprise retrouvera ses marges d'avant dans un environnement stabilisé et connu, comme si la crise était un mauvais moment à passer? Alors j'ai envie de vous dire, ça n'engage que moi, c'est non. Alors, j'ai repris une slide que j'avais présentée il y a plus d'1 an, donc avant la crise, qui étaient des constats partagés sur le terrain, parce que moi aussi je suis chef d'entreprise, moi aussi je partage avec beaucoup de chefs d'entreprise dans toutes les activités, le commerce, l'industrie, les services, petites et moyennes et grandes entreprises, et donc les constats que beaucoup de personnes comme nous tous partageons, c'est aujourd'hui des difficultés pour recruter, avec l'émergence d'un nouveau concept de marque employeur, des nouveaux modes de management et une nouvelle organisation du travail. À l'époque, j'observais l'émergence du télétravail. Je crois que demain, peut-être, ça sera une généralité, en tout cas, une utilisation bien plus courante qu'on ne l'a connue par le passé. Des collaborateurs, les jeunes générations notamment, qui expriment des besoins de comprendre, de sens, d'utilité, ils travaillent beaucoup en mode mission. Et du coup, si la mission est terminée, ils perdent un peu d'intérêt à leur travail. Des pratiques de consommation qui changent avec la notion d'usage plutôt que de propriété. On voit ça avec, vous savez bien, avec les activités avec Netflix, avec tous les systèmes de location qu'on voit aujourd'hui se développer. Mais aussi besoin de sens, au sens éthique, et notamment dans le cadre de l'économie circulaire, de l'économie du partage. L'effet de la digitalisation de la relation, on parle aujourd'hui d'expérience client, depuis bien des années également le développement du e-commerce qui nous oblige à bien comprendre notre client et notre marché, et donc d'où l'importance de maîtrise de la data. Les menaces qui ne sont pas nécessairement les concurrents actuels, alors c'est les GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et compagnie. L'effet de la mondialisation, des modèles économiques traditionnels avec des systèmes de filières, des marges intermédiaires, qui sont aujourd'hui bousculés avec l'émergence de systèmes type freemium, du gratuit, et la montée en puissance des actifs immatériels. Vous voyez, c'était juste un petit focus, je trouvais ça amusant de représenter ces éléments-là, qui ne sont pas des éléments, il n'y a pas d'innovation dans ces remarques, plus des constats de terrain, et
je pense, par l'effet du confinement, par l'effet de la crise, sont d'autant plus vrais aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Finalement, les espèces qui ne survivent ne sont-elles pas les espèces les plus fortes, les plus intelligentes, mais plutôt celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc ça, c'est Darwin qui le disait, je ne l'ai pas inventé, mais c'est important de se le rappeler. On vit une période qui est très intense de changement et du coup, il nous faut nous adapter. Donc, pour reprendre la sémantique autour de la guerre, après le repli en ordre, en nouvel ordre, je vous propose d'aborder avec vous rapidement des sujets autour de la reconquête de demain, sachant que vous êtes dirigeant, donc vous êtes à la manœuvre, vous observez votre environnement autour de vous, et du coup, vous saisissez, j'imagine, des opportunités. Et donc, cette situation du moment, ne serait-elle pas le moment de se repenser, de faire ce que vous avez envie de faire ou de prendre un virage? Ce temps calme, si j'ose dire, n'est-il pas le moment de consolider les changements que vous aviez prévus et d'en impulser de nouveaux pour votre bien, celui de vos équipes et de votre entreprise? Parce que finalement, oui, de cette crise et de ce malheur lié à la crise, il y a quand même des choses intéressantes, bénéfiques à retirer. J'ose même dire des progrès. Oui, on a pu constater notamment une forte progression de l'autonomie des collaborateurs. Alors, je ne sais pas dans quelles activités vous travaillez, mais c'est vrai que on voit dans les nouveaux modes d'organisation d'entreprise, de management, on voit bien l'importance de l'autonomie dans les équipes, parce que l'autonomie, ça entraîne de l'intérêt, de la motivation, ça crée de la responsabilité de bien faire son travail. Et du coup, effectivement, le télétravail est un mode de travail qui favorise l'autonomie des collaborateurs, parce qu'ils ont personne pour les, entre guillemets, friquer. Donc, de fait, s'ils veulent produire comme prévu, ben, ils se doivent d'être engagés, responsables et autonomes. On a pu observer aussi, de par cette crise, des initiatives. Alors, nous, au cabinet, en une journée, on s'est totalement disrupté. C'était le 18, le lundi là, du confinement, et en l'espace de 2 heures, avec mon équipe de managers et l'équipe administrative, on s'est repensé totalement en mode télétravail, en mode confiné, avec voilà, des nouveaux usages, des nouveaux l'utilisation des vidéos, l'utilisation de WhatsApp, la mise en place de dossiers partagés. On a repensé l'organisation avec notre client, on a repensé l'accueil de nos clients, l'accueil du public. Tout ça fait que, voilà, on a. Et moi, je voulais, pour revenir sur les initiatives, c'est que j'ai été, et j'ai pu l'observer aussi, je l'ai observé personnellement et j'ai pu l'observer beaucoup chez beaucoup d'entreprises, des clients notamment, que voilà, les gens, parce qu'on était dans l'inconnu, ben, les gens ont fait preuve se sont mobilisés, ont fait preuve de beaucoup d'initiatives et qui vont dans le sens de l'autonomie et qui sont rassurantes. Moi, je suis le premier à dire, la première des valeurs dans l'entreprise, c'est la valeur des hommes, de nos équipes. C'est pas celle de nos clients, parce que nos clients ne tiennent que par nos équipes. Donc, moi, je crois que la première des richesses de l'entreprise, c'est-à-dire la richesse humaine, a grandi. Voilà. Et j'ose dire qu'il y a des choses qu'on voulait faire avant, il y a 10-15 ans, on proposait, il y a 10-15 ans, on parlait de faire on leur demande, on avait des idées de monter en autonomie, de pratiques qui allaient dans le sens de l'autonomie. Et ça voilà, on sortait des freins, on sentait un effort. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Et là, en l'espace de quelques jours, on a réussi à faire passer des choses qu'on n'arrivait pas à faire passer depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc, c'est réelle progression. Je veux insister sur ça. On sort grandi de la crise, et notamment sur le plan de la richesse humaine et de la montée en puissance de l'autonomie des collaborateurs.
je dis bien de ceux qui ont pu travailler, évidemment. Deuxième point important, c'est la montée en puissance de l'encadrement intermédiaire. Les organisations en râteau avec un dirigeant et 10-15 personnes, c'était déjà très compliqué avant. C'est juste pas possible en télétravail. Ça réaffirme l'importance d'avoir des encadrants intermédiaires, des managers qui nous soutiennent, nous les dirigeants d'entreprise. Et donc, ces personnes ont été mises en pression entre nous, entre les clients et les équipes. Pour autant, force est quand même de constater qu'ils ont progressé, je crois. Et ça, en tout cas, la majeure partie ont progressé. On s'en sortira grandi de cette situation-là. Donc, tout ça contribue à la performance de l'entreprise, évidemment. Je le disais, pour moi, la performance est d'abord celle de ces hommes. Je suis certain que… Alors ça ne se mesure pas sur un compte de points. C'est pas facilement identifiable sur un compte de résultats, sur un business plan, mais c'est très facilement évaluable après coup en termes de performance, puisque voilà, ce que vous ne pouviez pas demander avant vos équipes, vous pourrez le faire demain. Donc, autonomie des collaborateurs, management intermédiaire qui progresse, des process internes qui ont été réinventés, j'en parlais tout à l'heure. On va dire, peut-être aussi reconnu l'agilité comme une nouvelle, en tout cas comme une bonne pratique d'organisation des entreprises. De toute façon, on a bien dû se repenser et du coup en mode agile. Et donc, je pense que c'est quelque chose c'est une expérience qui se traduira par des bénéfices dans le futur. On a aussi, excusez-moi, on a pris conscience aussi des risques. Alors, je ne dis pas qu'on n'en avait pas conscience avant, mais moi, je constate quand même, au conseil dirigeants PME notamment, une tendance à minorer, on va dire, cette évaluation du risque. Comme vous savez, le risque, c'est le risque de défaillance si ce risque se produit. Donc, un risque qui vient de l'entreprise, par exemple un risque homme-clé, un risque dirigeant qui est omniprésent dans l'entreprise, mais aussi un risque venant de l'extérieur, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui avec la crise. Mais la prise en compte du risque, c'est très important pour la bonne conduite de votre entreprise, pour votre tranquillité, pour votre bien-être. Ça crée de la performance, c'est une évidence, parce que même si effectivement peut-être qu'on engage un audit d'analyse des risques, on met en place des procédures qui peuvent coûter peut-être un peu plus cher sur le moment, mais elles créent de la valeur toujours. C'est toujours un processus d'amélioration de qualité et du coup ça crée de la confiance et ça valorise. Une entreprise, souvent on évalue les entreprises en fonction de coefficients de bénéfices, de chiffre d'affaires, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce coefficient il dépend avant tout de la notion de risque d'entreprise. J'aime à dire que si on pouvait le faire, si on attend… j'aime à dire qu'une entreprise qui gagne par exemple 100 000 euros, si elle a un risque normal, elle vaudra 700 000. Si elle gagne 100 000, elle vaudrait 700 000. Si elle est risquée, avec toujours 100 000 de bénéfices, elle vaudra entre 200 et 300 000 euros. Donc, la notion de plus le risque est faible, plus la valeur augmente. C'est très important de se le rappeler, parce que ça contribue également à votre, on va dire, épanouissement personnel et à votre stratégie de revenus futurs, qui est celui de la réalisation de votre capital lié à la valeur de l'entreprise. Et enfin, j'ai envie de dire, mais ça c'est malheureux, on ne vit pas du malheur des autres, mais force est quand même de constater qu'il y aura de la casse et que les concurrents ne survivront pas et qu'il y aura certainement demain des places qui vont se libérer. Donc finalement, pour revenir sur les enjeux, quand bien même on a identifié des risques, en tout cas on a identifié des bénéfices liés à cette crise,
Je me propose d'aborder 3 points pour terminer sur les enjeux de demain. Le premier point, c'est créer une dynamique de motivation des équipes. Donc, je l'ai dit, oui, je crois en la richesse humaine et à la valeur de vos équipes. C'est ce qui fait l'entreprise où on est seul, techniquement, ne vaut pas grand-chose, puisque sans vous, l'entreprise ne tourne pas. Et donc, c'est important de composer une équipe autour de vous qui assure le service, la continuité. Hein. Pour autant, il est démontré que la performance est le produit de la compétence et de la motivation. La compétence, ça se travaille, c'est une compétence individuelle, c'est lié à votre CV, lié à votre expérience, c'est lié aussi, elle peut être travaillée dans le moyen terme au travers de la formation. Hein. Donc là, on est très stimulé sur ces sujets-là, mais je trouve qu'on ne travaille pas assez l'autre facteur du produit compétence-motivation, c'est la motivation. La motivation, elle est dépendante de vous, de l'entreprise, de son environnement. Elle est aussi dépendante de la situation de la personne individuellement. Par exemple, une séparation, des problèmes de santé, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment gérer. Et pour ce qui est de l'entreprise, si vous voulez travailler le levier motivation, il y a 3 piliers. Motivation, je veux juste rappeler en préambule qu'elle n'est pas que financière, vous le savez bien, vous avez lu, j'imagine, plein de choses sur le sujet. C'est pas nouveau de le dire, mais aujourd'hui, les équipes, elles cherchent du sens, elles cherchent de la reconnaissance du manager, un respect, un travail d'équipe et une bonne ambiance. Cherche une marque employeur. Voilà. Donc, la notion de salaire est un élément, on va dire, important dans l'embauche et dans la stabilisation de vos équipes, dans la fidélisation de vos collaborateurs. Pour autant, il n'y a pas que ça. Et comment on peut travailler la motivation? Elle se travaille au travers 3 piliers. Le premier, c'est l'organisation du travail. Qui fait quoi dans l'entreprise? Très souvent, on focalise l'échange avec un collaborateur qu'au niveau de ses propres tâches, mais on n'a pas pris soin d'expliquer ce que font les autres et en quoi on fait partie d'une équipe, en quoi notre travail est important. Il n'est pas indispensable, mais il est important dans le service client, qui est le produit d'un travail d'équipe. Qui m'évalue sur quels critères? Je dis ça, là encore, vous allez dire c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Mais je peux vous dire que quand je demande, très souvent, je demande un organigramme à mes clients pour comprendre leur organisation, eh ben, ou bien j'en ai pas, ou bien j'en ai un, mais il n'est pas compréhensible. On me dit que cette personne, c'est son bras droit, sauf qu'il n'est pas reconnu dans l'organigramme. Enfin, voilà. Et puis après, quand je lui demande mais quels sont vos processus de réunion en équipe, qu'est-ce que les autres ont compris de mon travail, etc. Voilà. Donc, oui, c'est du bon sens, mais c'est important de le redire. Un collaborateur, il a besoin d'être bien dans son poste de travail, de comprendre ce que font les autres, de savoir qui l'évalue, et pas on lui dit bah, cette personne va évaluer, mais en fait, c'est vous qui, par exemple, allez l'évaluer, donc c'est pas positif. Sur quels critères il est évalué pour qu'il puisse avoir cette reconnaissance, oui, j'ai bien travaillé ou j'ai mal travaillé. Deuxième élément important, deuxième pilier, c'est la valeur de l'entreprise, qu'on appelle le cadre. Alors, pardon, là encore, je vais reprendre des exemples illustrés, mais là, je reparle, par exemple, de l'éducation parentale. On est ni plus ni moins sur ce thème des valeurs, sur le cadre qu'on impose à nos enfants. Quand on lui dit tu fais ce qu'on te demande de faire, sans rechigner, quand on lui dit tu es ponctuel, enfin voilà. Donc, là encore, c'est du bon sens, les valeurs, c'est lié à vos propres valeurs, celles que vous défendez, et puis celles que vous voulez incarner dans l'entreprise. Et c'est très important de bien fixer ces valeurs et de les communiquer. Très souvent, moi je vous conseille de les travailler d'abord dans votre entreprise, enfin, avec vos équipes, de vous les faire pour bien qu'ils
se les approprient et qu'ils aient le sentiment de les avoir co-construites avec vous. Hein. Après, on dit souvent qu'on les affiche dans les cafétérias, mais peu importe. Dans l'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cadre, il est très important parce que justement, un collaborateur qui partage à ce processus de création du cadre et des valeurs de l'entreprise, à qui on a dit, par exemple, que le service client, c'est important, que la solidarité, c'est importante entre collègues, que l'engagement est important, si cette même personne, pardon, quelques mois, quelques années après, n'est plus dans ce cadre parce qu'elle se comporte mal, c'est très simple, nous, managers, de leur dire, mais attendez, et on a validé, on était bien d'accord sur ces valeurs, tu es d'accord, c'est bien la valeur de l'entreprise, mais tu ne fais pas ça, est-ce que tu es d'accord? Et là, c'est très facile de recadrer à chaud cette même personne, sans être dans le jugement, c'est très facile. Donc, du coup, c'est aussi un moyen de prévention des conflits dans l'entreprise. Donc, c'est un très bel outil. C'est très puissant de mettre un collaborateur qui sort un peu du cadre, parce qu'il a des problèmes perso, parce qu'il est peut-être de mauvaise humeur, et de le mettre très vite, sans qu'il vous juge et qu'il se braque, très vite vous le remettez dans le droit chemin en disant mais on l'a décidé ensemble. On a bien dit que la ponctualité, c'était une valeur importante. C'est important pour le service client. Tu n'es pas à l'heure. Pourquoi? Enfin, voilà. C'est important parce que c'est une très bonne, c'est une technique de communication aussi. C'est une technique de projet et d'adhésion à un projet, mais c'est aussi une technique de communication et de gestion de conflit. Voilà. Donc, quand bien même le collaborateur sait ce qu'on attend de lui dans son poste de travail, en quoi il est utile, et dans quel cadre les valeurs qu'il partage avec vous, l'important maintenant, c'est qu'il sache où il va. Voilà. Et si c'est où il va, au travers d'un projet que vous avez présenté avec eux, que vous avez préparé avec eux, vous avez, au travers ces trois piliers, les ingrédients de la motivation et donc de la performance. J'insiste beaucoup là-dessus. Une entreprise qui a une équipe démotivée, elle va tout droit au tribunal. Je le dis clairement. C'est pour ça que là, aujourd'hui, la situation est morose, les affaires ne sont pas bonnes, les collaborateurs sont préoccupés par la garde des enfants, par l'avenir, par le chômage. Voilà. Il faut, de mon point de vue, recréer une dynamique de motivation. Ça permettra de passer le cap et de relancer la machine. Pour revenir sur le projet, je vous invite, là encore, mais je ne veux pas réinventer le monde, à vous reposer la question de votre modèle économique en mettant bien en avant ce qu'on appelle la proposition de valeur client. Pourquoi le client fait appel à moi? Pourquoi le client fait appel à un concurrent? Qu'est-ce qui fait la différence? En quoi je suis utile? Voilà. C'est très, très important. Et donc, il y a un outil qui s'appelle l'outil Canvas, qui est un outil de stratégie qui résume en une feuille et 9 étapes. Vous voyez le petit dessin là, en bas, à droite. Ce dessin, en fait, montre sur la partie de droite toute la partie front office et toute la partie de gauche, la partie back office. Au milieu, il y a la notion de proposition de valeur client. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'offre à mon client? Mais ce n'est pas qu'un produit, c'est une sensation, quelque chose de très comment dire, incorporel, très parfois abstrait. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus. Et derrière, quand bien même vous avez défini votre stratégie autour du concept de valeur, proposition de valeur, derrière, dans les 9 étapes, vous voyez, on met des petits post-it. On se pose la question de notre cible client, de nos canaux de distribution, de nos partenaires. Et puis ensuite, côté gauche, la partie activité, donc back-office, de quoi j'ai besoin, des ressources humaines, de technologie, de marketing, de SI. Voilà. Et tout en bas, on réfléchit sur des flux de revenus et des flux de charges, sachant qu'effectivement, je vous invite, mais vous le savez bien, à réfléchir sur votre capacité à générer du chiffre d'affaires récurrent, quand bien même, et donc tout le système d'abonnement qui sont très intéressants.
parce que, effectivement, et notamment dans les périodes de confinement, ça permet effectivement de passer la crise et toujours de dégager du flux de revenus. Voilà. Donc, je ne vous demande pas de vous remettre complètement en cause, mais dans l'esprit, posez-vous ces questions. Demain sera un autre jour. Qu'est-ce que ma clientèle réfléchissez sur les besoins de vos clients et du coup, reposez votre stratégie au travers de cet outil Canvas, qui est un très bel outil, je le rappelle. Je l'ai découvert en qualité de membre du jury de la licence entrepreneuriat de Niort. Et depuis, je ne fais que, je le demande systématiquement aux candidats. Je comprends très bien la stratégie au travers de ce concept de valeur client. Et donc, je vous invite franchement à utiliser cet outil qui permet effectivement de mieux comprendre votre modèle économique et donc votre projet, mais pas en posant les chiffres sur des... Les chiffres, c'est vraiment la conséquence d'un vrai projet qui pose au cœur de la stratégie le concept de valeur client. Alors, le concept de valeur client, ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, ça peut être une stratégie prix, low cost, inversement, du produit local, enfin voilà. Et il ne s'agit pas nécessairement de réinventer le monde, mais c'est de peut-être mettre à plat votre stratégie au regard de votre environnement qui a changé ou qui change, de votre perception de l'avenir et d'être au clair dans votre stratégie avec votre organisation et votre plan d'action. Et puis, enfin, je me permets juste de vous rappeler que c'est dans ces moments-là, quand bien même vous motivez vos équipes, vous repensez votre modèle économique, pensez aussi à réduire votre risque en concentrant votre énergie et vos actifs, si j'ose dire, et notamment humains, sur vos activités stratégiques et pour externaliser toutes les fonctions non stratégiques. Voilà. Là aussi, c'est pas une innovation, mais c'est aussi peut-être une bonne pratique qui doit vous guider pour l'avenir. Puisque qui dit externalisation dit la possibilité, évidemment, pour vous de stopper le service sans risque social, sans risque économique et financier. Voilà, donc en conclusion de mon propos, pour répondre à la question de faire face à la crise et après, je voulais juste dire que les cartes sont rebattues, les lignes ont changé, tant en interne qu'en externe. L'important est de comprendre la situation, de savoir d'où on part aujourd'hui, de faire des choix et de mettre en œuvre. Nous devons accompagner ce mouvement, être acteurs du changement. J'insiste sur le pilotage, l'acteur, parce que effectivement, il y a un environnement qui bouge, mais vous seuls, dirigeants d'entreprise, êtes les maîtres à bord. Hein, et donc, piloter dans votre direction, la direction celle que vous avez choisie, en intégrant les nouvelles contraintes qui s'imposent à vous. Voilà. Merci.